Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, cher public, bonsoir. J'ai fréquenté il y a quelque temps, j'ai eu cette chance, les bancs de la faculté de droit, puis j'ai suivi le chemin des lettres, et ce soir, j'ai la délicieuse mais éphémère impression d'être revenu sur le droit chemin. Magnanime, je cède sans plus tarder la parole à Célimène. On peut, je crois, louer et blâmer tout, et chacun a raison suivant l'âge ou le goût. Célimène commet ici une déclaration fort relativiste. Elle sera ce soir battue en brèche, car oui, je m'autoriserai à blâmer Célimène. J'accuse Célimène d'avoir perverti les nombreuses qualités dont elle dispose en franchissant systématiquement le pas qui fait qu'une qualité, mal exploitée, devient un grave défaut. Mon accusation comporte 3 volets. La séduction, qui devient chez elle coquetterie, la bienséance, qui devient hypocrisie, et l'humour, qui devient moquerie. Mon premier grief, la séduction vers la coquetterie. Célimène sait l'art de la séduction. En soi, être capable de séduire n'a rien de répréhensible, bien sûr. Mais avez-vous déjà entendu parler de ce genre de femmes qu'on nomme les coquettes? Ces femmes aguicheuses, peut-être allumeuses. Selon le dictionnaire de référence, le Furetière, elles tâchent d'engager l'amour des hommes et ne veulent elles-mêmes point s'engager. Montesquieu en donne une illustration saisissante dans le temple de Gnide. Une coquette est venue à Gnide. Elle marchait entourée de tous les jeunes Gnidiens. Elle souriait à l'un, parlait à l'oreille d'un autre, soutenait son bras sur un troisième et criait aux 2 autres de la suivre. Vous conviendrez avec moi que ce comportement correspond à celui de Célimène, qui entretient une pluralité d'amants, en suscitant chez Alceste, Oronte et les 2 marquis, l'espoir de croire qu'il est l'élu. La défense prétendra, c'est en tout cas ce qui est inscrit dans le papillon d'invitation au présent concours, que Célimène se doit de maintenir ses prétendants dans le flou, car cela maintient l'indépendance qu'elle a acquise après le décès de son mari. Or, je soutiens que c'est précisément un comportement égoïste. Célimène tient à gagner sur tous les tableaux. Elle s'arrange les faveurs de tous les hommes et ne choisit personne. Elle les fait languir, les laisse tous en plan, les blesse. Et pourquoi? Afin de se laisser le plus de liberté possible et surtout le plaisir d'être courtisé, c'est-à-dire d'ego flatté finalement. Je vous invite finalement à vous poser, simplement à vous poser une question. Fondamentalement, qu'est-ce qui différencie une séductrice d'une coquette? Sans nous attarder sur un critère trop moraliste, la coquette, au sens où Célimène est à condamner, se permet de jouer avec l'être humain, comme un moyen, un jouet au service de son amour-propre, conduite qui pose un problème éthique. C'est par là que Célimène dénature sa qualité de femme séduisante en franchissant le pas qui la sépare de la basse coquetterie. J'en viens à mon 2e grief. Célimène utilise ici sa maîtrise des règles de la bienséance au service de la médisance et de l'hypocrisie. Célimène prétend, de ses pareils, la bienveillance importe. Certes, il est humain de vouloir s'attirer les faveurs de ses semblables, et une des façons de le faire est de respecter les règles de politesse. N'est-ce pas, faire preuve de civilité, être capable d'arrondir l'expression parfois acérée de notre vanité, répond à un besoin social, mais les conditions même d'un être ensemble, n'est-ce pas, cette tarte à la crème, harmonieux. Célimène sait le code de la politesse et feint de le respecter. Alors qu'elle est pressée par les prétendants qui veulent connaître ses préférés, elle leur répond. Je trouve que ces mots, qui sont désobligeants, ne se doivent point dire en présence des gens.
Justement, en présence des personnes concernées, Célimène est pour le moins contenue à leur égard. Ce n'est qu'en leur absence que Célimène parle net, pour reprendre les mots d'Alceste. Je pense ici à la scène des tableaux, où elle déverse un flot de méchanceté gratuite, mais aussi aux lettres dévoilées par Arsinoé. Vous saisissez l'hypocrisie de la situation. Médire de l'autre est en fait pour Célimène un stratagème, utilisé afin qu'après l'épouvantable tableau qu'elle dresse d'une personne absente, la personne présente, qui écoute cette médisance, se croit indirectement flattée. À nouveau, Célimène est condamnable parce qu'elle fait de son prochain le bête objet de ses manipulations. J'en viens à mon dernier élément, l'utilisation par Célimène de sa répartie manifeste et de son sens de l'humour dans leur forme la plus agressive, de cette forme particulière de la moquerie. Nous reconnaîtrons que les qualités de répartie et la maîtrise de l'art de converser de Célimène sont de taille à faire pâlir l'ensemble des participantes au présent concours. Elles en désarçonnent même la brave Arsinoé qui, après un échange vigoureux, concède d'épiter. Je ne m'attendais pas à cette répartie. Dans son artillerie rhétorique, provoquer le rire est un des moyens auxquels Célimène recourt, déclenchant facilement l'hilarité de tous. Certes, c'est une qualité de savoir susciter le rire de son auditoire, mais il en va autrement lorsque le rire revêt une forme blessante. Je reviens à la scène des tableaux. Célimène se prend au jeu cruel des deux marquis, elle se livre à une critique brutale et acerbe de leurs prétendus amis. Elle traite par exemple l'une de ses amies de pauvre esprit de femme, et d'un autre elle affirme que c'est un fort méchant plat que ça sotte personne. Les marquis en rient, mais difficile de croire que c'est de bon cœur, tant la cruauté transparaît. Je condamne le fait qu'une telle excellence rhétorique soit mise au service d'un but aussi bas. Avoir de l'esprit, en faire usage, n'est pas interdit, bien sûr. Mais Célimène ne peut pas faire l'économie de la question. Au service de quoi mettre ses qualités ? Si vous me permettez 2 secondes d'être personnel, c'est à cause d'individus moqueurs comme Célimène que l'on peut être réservé à l'idée de s'exposer lors de ce genre de concours. Écoutez-la dire d'un de ses prétendus amis. « Oh, l'ennuyeux conteur ! Imaginez quelle vilaine conclusion on pourrait tirer de notre prestation. Cela peut réfréner les plus nobles élans. C'est dommage. » Au fond, mesdames et messieurs, de quoi cette moquerie est-elle le nom ? Célimène, dites-le que vous vous ennuyez dans le monde, que vous ne trouvez votre seule raison de vivre dans des jeux frivoles, dont vous connaissez la vanité. Vous pratiquez des divertissements au sens pascalien, c'est-à-dire une pratique d'esquive qui vous détourne de l'essentiel. Je sais que vous êtes consciente du mal que vous faites. Vous êtes intelligente, mais très loin de briller par votre valeur morale. Célimène, cessez d'être utilitariste, de vous servir de l'homme, de la politesse et du rire méchant pour vos intérêts. La maîtrise des codes de la bienséance, la finesse de la répartie et de la parodie et toutes les autres qualités de Célimène imposent une responsabilité, d'autant plus grande, responsabilité que je comparerais, si j'ose cet anachronisme, à celle de l'intellectuel dans une société bien sûr à la dérive. Concernant la fixation de la peine, j'entends puiser ce soir mon inspiration dans cette admonestation de Sainte-Beuve au sujet de Molière. Si
Aimer Molière, c'est être guéri à jamais du fanatisme, de l'intolérance et de la dureté en ce genre, de ce qui fait anathématiser et maudire, alors l'humiliation publique vécue par Célimène à la fin de l'œuvre est une peine méritée. Elle est suffisante également. Il est vrai que la dissolution de son salon provoque sa mort sociale et l'ensevelit sous un désert relationnel bien pire que le château à la campagne promis par Alceste. En conclusion, je ne demande d'autre peine que la suivante. Célimène, osez enfin mettre votre charme, votre grâce, votre verbe, votre répartie, toutes vos qualités, au service de quelque chose qui nous dépasse tous ici, au service de quelque chose de plus grand. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, mon confrère vous a présenté en détail toutes les atrocités, toutes les infamies dont ma cliente est accusée aujourd'hui. Mon confrère a parlé de séductrice, perverse, d'allumeuse. Eh bien, que les faits de ce dossier soient connus de tous ici, je me permettrai d'énoncer à nouveau ce qui est reproché à Célimène, puisque ce sont ces faits qui vont guider notre réflexion ces prochaines minutes. Les faits, donc. Comment Célimène, après avoir été complètement ostracisée par ses pairs, s'est-elle retrouvée devant vous, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges? Qu'a-t-elle fait pour mériter cette position terrible? A-t-elle commis un meurtre? Non. A-t-elle comploté contre le roi? S'est-elle rendue coupable de trahison contre la couronne? Non. A-t-elle commis l'adultère? Excusez-moi. A-t-elle trahi son mari? Non, rien de tout cela. Elle n'est d'ailleurs même pas mariée. Elle est veuve. En réalité, Célimène est coupable d'avoir, à 20 ans, des prétendants avec qui elle a l'audace de converser sans avoir l'intention de les marier. Elle est coupable également, lorsque ses opinions d'un homme sont peu flatteuses, de les exprimer en douce, avec humour, à un tiers, plutôt que de faire ce qui est juste, et insulter l'intéressé en le regardant dans le blanc des yeux, à la manière d'Alceste. Alors, la question dont nous débattons, et à laquelle vous devrez répondre ce soir, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, est celle-ci. Est-ce que Célimène, est-ce qu'une femme est en son droit, d'une part en acceptant d'avoir plus d'un prétendant, et d'autre part en choisissant de partager ses remarques, ses traits d'ironie, avec ceux qui n'en faisaient pas l'objet? En somme, la coquetterie, l'ironie et la dissimulation sont-ils des crimes? Alors, monsieur le procureur accuse, entre autres, ma cliente d'être coquette. C'est ainsi qu'il qualifie les femmes qui ne s'engagent pas à marier le premier prétendant venu. Ces femmes qui se permettent de converser avec plusieurs hommes à la fois, sans toutefois se décider à se soumettre à l'un d'entre eux. Ces femmes-là sont, selon mon confrère, des criminelles dangereuses. Sans aller jusque-là, j'aurais pu, moi aussi, quand ma cliente s'est présentée à moi, la juger avec mes lunettes de femme de foi et dire d'elle « Mais quelle fille de peu de vertu, qu'est-ce qu'elle cède facilement à la coquetterie ?» Ou alors j'aurais pu me mettre un instant à sa place et comprendre que sa position dans notre monde n'est pas tout à fait la même que la mienne, ni la même que la vôtre d'ailleurs. Pour Célimène, qui, je le rappelle, est une veuve de 20 ans seulement, le monde n'est pas tendre et aucune route n'est tracée pour elle dans cette société. Cependant, elle jouit d'un seul petit avantage dans toute cette histoire, c'est qu'elle ne dépend dans sa position actuelle ni d'un père, ni d'un mari. Elle jouit d'une position que nul ne peut lui procurer en dehors d'elle-même, qui est une indépendance totale, dans un monde où la femme n'existe qu'aux côtés d'un homme. Est-ce un crime donc que de faire son possible pour conserver cette position? Cette position, constamment menacée, requiert de ma cliente qu'elle use de son instinct de survie. Si vous vous trouviez devant un buffle enragé ou un lion affamé, j'espère que vous aurez la sagesse de ne pas trop vous agiter. Célimène n'a pas fait de grands gestes face à des hommes qui, à la première parole reçue de ma cliente, eurent sitôt fait de la marier, l'enfermer à la maison et en faire une femme d'eux.
Il ne s'agit pas là d'un procès d'intention que je fais à ces messieurs. J'en veux pour preuve les propos d'Alceste, que l'on connaît pour sa nature diplomate et bienséante. En effet, il a affirmé à Célimène, et je cite, « Je voudrais que vous n'eussiez ni rang, ni naissance, ni bien. » Et il continue, « Et que juste la joie et la gloire en ce jour de vous voir tenir tout des mains de mon amour. » Ce sont là les propos rapportés par ma cliente et confirmés par quelques témoins de l'affaire. En d'autres termes, je veux que tu sois complètement dépendante de moi. On peut aisément affirmer qu'il exprime au nom de tous ses prétendants quant à leur réelle intention. Ce fantasme de domination sur Célimène, mais également sur toutes les femmes, mesdames et messieurs, est bien réel. Célimène, en refusant de s'engager, ne fait que lever son bouclier contre la société patriarcale qui l'entoure. J'arrive maintenant à la deuxième accusation faite à ma cliente concernant sa prétendue médisance. Monsieur le procureur nous indiquerait donc qu'en toutes circonstances, peu importe l'interlocuteur qui nous fait face, qu'on soit au tribunal, à la taverne du coin ou face à un prétendant, les avis doivent être exprimés de la même façon, sans filtre, aveuglément et surtout entièrement. Aucune pensée ne peut être tue au risque de passer pour une hypocrite ou une médisante. Cette vision culottée d'envisager les interactions humaines peut séduire en théorie. C'est vrai, on peut être tenté d'admirer le cran et la franchise sans borne d'une personne qui ne s'encombrerait d'aucune flatterie et ne saisirait jamais une occasion de se taire. Mais enfin, entendons-nous bien, dans la vie réelle, un tel comportement ne ferait que récolter au mieux le malaise et la gêne, au pire, le courroux de son interlocuteur. Non, soyons sérieux. Prenons, pour illustrer mon propos, mon humble personne. Donc, moi, par exemple, si je devais appliquer cette philosophie et exprimer sans filtre aucun, en faisant fi du contexte dans lequel je me trouve, ma pensée profonde, cela me conduirait à qualifier aujourd'hui devant vous mon collègue de misogyne sans morale. Heureusement, mon respect pour mon confrère et pour la bienséance me guide, ainsi que mon instinct de survie et, soyons sérieux, mon envie de continuer à exercer ce métier. C'est précisément cet instinct de survie qui guide chaque action de Célimène. Certes, ma cliente ne vous fera pas l'affront de nier son erreur, elle admet les propos qu'elle a tenus dans ses lettres, mais qu'étaient ces lettres, ces ironies, sinon un jeu innocent auquel Célimène et ses prétendants se prêtent pour à la fois se rapprocher et à la fois se distraire de l'ennui de leur vie respective. Mais ce qui est crucial de se rappeler, et mon confrère ne l'a d'ailleurs pas mentionné, c'est que les parties plaignantes ont joué le même jeu que Célimène. Ils étaient soumis aux mêmes règles. Comprenez-moi, si les médisances de Célimène étaient aussi choquantes, alors pourquoi ne l'ont-ils pas immédiatement reprises? Mon confrère a dit que c'était à contre-cœur qu'il riait. Permettez-moi d'en douter. Et je mentionnerai Clitandre, l'un des prétendants, qui louait ainsi ma cliente. Je cite, « Pour bien peindre les gens, vous êtes admirable. » En effet, ils étaient heureux de jouer à ce jeu avec ma cliente, et on peut les comprendre. Qui ici n'apprécie pas un jeu un peu pimenté? Et j'admets sans problème que de perdre au jeu est une chose peu agréable. Mais enfin, a-t-on déjà traîné devant la justice le gagnant d'une partie de cartes au motif que la défaite était douloureuse? Non, soyons sérieux, ce n'est pas le rôle d'un tribunal. Le châtiment a déjà été souffert par ma cliente. Sa place n'est pas sur le banc des accusés. Elle a déjà été mise au banc de la société. Après avoir passé en revue tous les crimes atroces dont ma cliente est accusée, je terminerai sur ceci. Loin de moi l'idée, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, Monsieur le procureur, de créer ici une guerre contre la gente masculine, mais dans un monde utopique où les hommes seraient jugés de la même manière que les femmes, les crimes dont Célimène serait coupable aujourd'hui auraient traîné le 3/4 des hommes de la cour ou des hommes tout court devant un tribunal, devant ce tribunal. Malheureusement, dans le monde réel, nous sommes bien loin du compte, et pardonnez mon pessimisme, mais je doute que même en l'an 2000, ceci aurait un tant soit peu évolué. En acquittant Célimène, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, c'est toutes les femmes que vous élèverez. Merci de votre attention.
Alors, les crimes que Célimène commet dans cette œuvre, en guillemets, sont évidemment, j'en ai même pas vraiment parlé des vrais crimes, de toutes ces lettres qu'elle écrit qui sont dévoilées et qui sont en effet une médisance tellement basse, tellement manifeste que j'en ai pas parlé. Il y a beaucoup de choses qui me semblaient trop manifestes pour que j'en parle ce soir. Ce qui me gêne fondamentalement, ce qui me chagrine même chez Célimène, c'est que c'est un être exceptionnel. Elle a 20 ans, souvenez-vous, elle a 20 ans. Elle a une verve, mais c'est beau de la lire et de l'écouter. Elle est très forte, intelligente, et elle a une sensibilité. Parce que pour peindre des tableaux comme elle les peint, sur les gens, certes, en utilisant le rire moqueur, tout ça, mais pour peindre cela, il faut être bon, il faut être intelligent et avoir une sensibilité, sentir les êtres autour de soi. Et ça, Célimène, elle sait faire. Alors, j'ai montré justement qu'elle avait beaucoup de qualités. Pour moi, quand on est un être exceptionnel de cette trempe-là, et en plus qu'elle dispose d'une condition de veuve qui est aussi exceptionnelle, vous l'avez dit, qui est exceptionnelle puisqu'elle a été émancipée de son mari, elle a l'usufruit, enfin émancipée parce que son mari est mort, donc elle est libre, on est d'accord, elle a l'usufruit des biens de son mari, donc c'est vrai que l'indépendance, elle l'a, ça lui donne quelque chose d'exceptionnel dans cette société. Mais de toute cette exception, elle doit en faire quelque chose. Elle doit se saisir de cette responsabilité qui lui est là offerte. C'est une chance inouïe que d'avoir cette place. On ne peut pas se perdre comme ça en frivolité. Elle me fait penser à toutes ces personnes qui finalement sont dotées d'intelligence, mais ne prennent pas les bons choix au bon moment. Pourquoi se perdre dans ces questions de je t'aime, je t'aime pas, enfin dans ces questions de galanterie un petit peu basse quand même. Des êtres comme ça peuvent faire quelque chose d'autre dans la société. Et puis enfin l'indépendance. Pourquoi l'indépendance finalement? Moi j'ai quand même une critique fonctionnelle à opposer. Que fait-on de l'indépendance? Il faut que ça serve à quelque chose peut-être. On peut pas. À quoi est-ce que ça sert d'être libre et indépendant si on tombe dans des manèges de ce type? C'est quand même éthiquement problématique. Et d'ailleurs, ça renvoie à des questions éthiques que je me pose quotidiennement. Parce que j'ai de la chance, j'ai été à l'université, j'ai été formé par 2 facultés extraordinaires. Et donc, j'ai une responsabilité, moi aussi, dans cette société. J'essaie de ne pas me perdre en jeux frivoles, dans ce qu'appelle Philippe Muret, c'est homo festivus, c'est-à-dire l'homme, ou la femme bien sûr, qui se perd dans le festivisme, dans la fête continue. L'hilarité totale. Vous riez, tout ça, ce sont des questions graves. Il ne faut pas toujours rire de tout, bien sûr. Et se poser parfois des bonnes questions et arrêter l'hilarité et la fête. Voilà, bon, je crois que vous m'avez compris. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président, je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une bonne soirée. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, je suis heureuse de voir que Monsieur le procureur reconnaît les différents talents de ma cliente, mais vous m'excuserez, vous m'avez perdu dans l'accusation. Je ne sais plus de quoi est accusée ma cliente. Peut-être n'avez-vous pas été assez attentif à ma défense, je ne sais pas. Mais il me semble qu'ici, l'enjeu est bien plus grand. Il s'agit de reconnaître la place fragile de ma cliente dans ce monde, de lui donner la place qu'elle mérite. Vous semblez l'avoir reconnue, très bien, et d'ainsi de rétablir la paix sociale. Je finirai là-dessus. Un grand homme que je respecte a dit un jour: on reconnaît le degré de civilisation d'un peuple à la façon dont il traite ses membres les plus faibles. Donc rendez à notre peuple, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, le titre de civilisation. Merci beaucoup.